Bonsoir à tous. D'abord, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler d'évaluation d'entreprise. Alors, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. J'interviens dans des entreprises de taille variée, de secteurs d'activité variés. Donc, ça peut aller de quelques centaines ou millions d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le spectre est assez large. Je fais de l'évaluation d'entreprise. Je participe à des audits d'acquisition. Quand une entreprise souhaite faire de la croissance externe, nous l'accompagnons pour auditer la société cible et nous assurer qu'il n'y a pas de loup dans les comptes. Ça peut impacter d'ailleurs la valeur d'entreprise, puisque quand on détecte des ajustements ou des anomalies ou des éléments non récurrents dans les comptes de la cible, ça peut impacter, on verra, le prix de cession lors de la transaction. J'interviens également en conseil à l'accompagnement à la cession d'entreprise. Donc on verra là aussi, on va parler d'évaluation d'entreprise, mais plutôt d'évaluation d'entreprise dans le cadre de cession d'entreprise, puisque c'est la thématique de la soirée. Donc on verra que la cession d'entreprise nécessite plusieurs étapes pour arriver à la transaction finale et à la signature de l'acte de vente définitif. Donc je vous parlerai un peu de la place de l'évaluation dans le processus de cession et les différentes étapes du processus de cession. Alors en 3/4 d'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les méthodes d'évaluation d'entreprise parce qu'on pourrait y passer plusieurs jours. L'objectif, mon ambition en tout cas, c'est de vous faire comprendre les différents paramètres qui rentrent en compte dans le cadre de l'évaluation d'entreprise et puis de vous sensibiliser à la différence entre évaluation d'entreprise et prix de cession. On verra que ce sont deux choses différentes qui vont l'un avec l'autre mais qui sont parfois très différentes. Est-ce que ça vous convient déjà comme programme? Et puis on va essayer de respecter les 3/4 d'heure qui nous sont alloués, parce qu'il est déjà une heure tardive et le pot sera le bienvenu. Alors, de quoi parlera-t-on pendant cette présentation? D'abord, quelques préalables. Alors c'est une partie qui est relativement longue finalement, parce que je pense qu'il faut bien poser les bases pour comprendre l'évaluation d'entreprise. Donc j'ai plusieurs slides qui sont dédiés au préalable de l'évaluation d'entreprise. On fera un panorama rapide, une présentation finalement des différentes méthodes de valorisation d'entreprise. Et puis ensuite, je vous présenterai celles qui sont les plus couramment utilisées ou dont on a entendu parler, même si certaines ne sont plus vraiment utilisées aujourd'hui. Donc on aura la valeur patrimoniale, la valeur de marché, la valeur de rentabilité et on conclura. Alors, pour commencer, quelques préalables à l'évaluation d'entreprise. D'abord, il convient de déterminer le périmètre. Quand vous cédez votre entreprise, elle peut être constituée d'une société d'exploitation, d'une SCI qui détient les bâtiments, par exemple. Est-ce que vous souhaitez céder tout l'ensemble ou est-ce que vous cédez que la société d'exploitation? Est-ce que vous voulez conserver les bâtiments? C'est une question qu'il faut se poser avant de passer à la partie cession d'entreprise. Parfois également, dans l'entreprise, on peut avoir des actifs hors exploitation. Donc des actifs immobiliers, par exemple, qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l'exploitation d'entreprise. Et dans ce cas-là, on va déterminer est-ce qu'on va les céder, est-ce qu'on va les évaluer, ou est-ce qu'on les laisse de côté et on se concentre sur la partie exploitation de l'entreprise. Certaines opérations juridiques également peuvent être opportunes. On peut réaliser le rachat de minoritaires. Quand vous avez un actionnariat qui comporte quelques actionnaires minoritaires, il peut être opportun de racheter leur part avant de céder l'entreprise, puisque c'est plus facile de céder quand on détient 100% des titres et qu'on maîtrise la cession de 100% des titres, que quand on va devoir convaincre des minoritaires de céder. Et puis si on ne s'entend pas bien avec, ils ne voudront pas forcément, ils mettront un peu de grain de sable lors de la cession. Est-ce qu'il y a nécessité de créer une société holding? Vous avez parlé de fiscalité pour optimiser la fiscalité de la cession. Si vous envisagez de réinvestir, par exemple, dans une autre activité avec le produit de cession de la première, dans ce cas-là, peut-être que la société holding pourra être intéressante à créer. Apprécier l'opportunité de la transaction en termes de gestion de valeur. L'évaluation d'entreprise, elle se fait à un moment donné avec des données du moment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une évaluation d'entreprise à un moment donné et trouver une valeur.
et la faire 3 ou 4 ans après, elle aura une valeur qui sera complètement différente parce qu'il y a pas mal de données qui évoluent. D'abord, les résultats de l'entreprise. On verra dans la présentation des méthodes d'évaluation qui sont présentées là que le résultat de l'entreprise, c'est un agrégat de référence dans la valorisation de l'entreprise. Donc il y a d'abord, la performance économique de l'entreprise. Donc en fonction de la bonne santé économique environnante, l'entreprise elle va faire plus ou moins de résultats. En période de crise, les résultats vont se dégrader. La valeur de l'entreprise va là aussi se dégrader. Et puis en même temps, il y a des multiples de transactions. Donc il y a des études qui sont faites pour voir quels sont les multiples de transactions, quel est le multiple qui est retenu pour valoriser les entreprises. Ces multiples évoluent aussi en fonction des périodes d'acquisition. Donc il y a pas mal d'éléments qui évoluent et une évaluation à un instant T ne donnera pas le même résultat qu'une évaluation 2 ans plus tard. L'évaluation d'entreprise présente malgré tout un enjeu majeur pour toute transaction puisqu'elle contribue à la fixation du prix. Et on verra, effectivement, il y a évaluation et ensuite il y a prix. Et ce sont deux choses différentes, liées mais différentes. Toute opération aboutissant à une transaction suppose une négociation. Donc, voilà. Valeur et prix sont deux notions à distinguer. La valeur de l'entreprise ou la valeur financière, elle est déterminée par l'évaluation. L'évaluation, c'est une technique qui met en œuvre certaines méthodes pour arriver à une évaluation. Donc il y a un chemin à parcourir, il y a différentes étapes à respecter pour arriver à l'évaluation. L'évaluation d'entreprise, c'est la valeur intrinsèque de l'entreprise. Elle ne tient pas compte des intérêts stratégiques qu'un repreneur pourrait avoir à racheter l'entreprise. Elle ne tient pas compte non plus des synergies qu'il pourrait apporter. Le prix, on pourra parler de valeur stratégique. Il est approché par la négociation. Donc il intègre, lui, pour le coup, les intérêts stratégiques propres à chaque investisseur, ainsi que les synergies qu'il peut en tirer. Et donc, il en existe autant qu'il y a d'acquéreurs potentiels. Certains facteurs d'influence sont à prendre en compte, par exemple l'urgence de la transaction. Si vous êtes pressé de vendre, poussé par l'urgence, vous aurez moins de temps pour mettre en concurrence des repreneurs potentiels ou pour en trouver certains. Et donc le prix sera peut-être moins optimisé. Si votre affaire est rare et qu'elle est sur un marché de niche qui est très rentable, ça va pouvoir générer une survaleur ou un prix de cession un peu plus élevé. Et s'il y a plusieurs acquéreurs potentiels, là aussi, la surenchère va pouvoir jouer. Les transactions font intervenir plusieurs acteurs et chaque acteur aura des méthodes d'évaluation qui pourront éventuellement être différentes selon le contexte. Donc on a les vendeurs, les cédants, des acquéreurs, des financiers. Donc chaque acteur utilise ses propres critères. Donc quand on fait un investissement ou de la croissance externe ou qu'on a besoin d'un financement pour acquérir une entreprise, on a effectivement des critères qui sont propres. Chaque acteur ne dispose pas toujours du même niveau d'information. Donc l'information la plus facile à obtenir d'une entreprise sont ses comptes annuels. Mais les comptes annuels, on le verra, ne suffisent pas forcément à déterminer la valeur de l'entreprise. Il y a un certain nombre de retraitements à effectuer pour arriver à déterminer une valeur. Donc chaque acteur qui arrive un peu comme ça, sans connaître précisément l'entreprise, ne va pas avoir le même niveau d'information. Ensuite, les méthodes utilisées peuvent être différentes, même si souvent elles se rapprochent quand même les unes des autres. Mais à l'intérieur des méthodes, il peut y avoir des paramètres qui vont être différents pour le coup. Bien évaluer l'entreprise, c'est permettre de favoriser une négociation qui aboutisse. Si on part de deux extrêmes, on n'arrivera pas effectivement à un point de rencontre qui permettra de satisfaire tout le monde. Ensuite, la connaissance des objectifs et des pratiques des différentes parties est importante puisqu'on va pouvoir essayer d'évaluer qu'est-ce qu'est capable de mettre une entreprise pour en racheter une autre en fonction, on en parlait tout à l'heure, des synergies
qu'elle va pouvoir trouver. Voilà, l'identification des écarts entre les valeurs, l'appréciation lucide des sources de création de valeur. Bon, on parle ici effectivement de synergie notamment. Alors pourquoi la détermination de la valeur présente-t-elle des difficultés? Eh bien parce qu'on a tendance à croire que la valeur d'une entreprise correspond à ses fonds propres ou à ses capitaux propres. On prend le bilan, on regarde capitaux propres et on se dit c'est la valeur d'entreprise. Cependant, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce qu'il y a des éléments qui sont soit dans le bilan de l'entreprise mais qui ne sont pas valorisés à leur juste valeur, soit des éléments qui ne sont pas dans le bilan de l'entreprise et dont il convient de tenir compte. On peut citer par exemple, quand des biens sont financés en crédit-bail, ils ne sont pas à l'actif. Alors que quand ils sont acquis par l'entreprise, là ils sont à l'actif, ils viennent augmenter la valeur des capitaux propres. Par exemple, l'absence de comptabilisation de certains éléments incorporels. Un fichier client, ça a une valeur en tant que tel, mais ce n'est pas forcément à l'actif de l'entreprise. Un savoir-faire, ça a une valeur en tant que tel, mais ce n'est pas forcément dans le bilan de l'entreprise. Et pourtant, c'est quelque chose qui s'achète, un savoir-faire, et qui peut s'acheter cher et qui peut être recherché spécifiquement. Bon, les compétences, c'est la même chose. Le fonds de commerce, toute société n'a pas forcément acquis son fonds de commerce, mais a pu le développer. Quand on crée une société, on développe un fonds de commerce. Dans ce cas-là, ce n'est pas dans l'entreprise. Alors les écarts d'acquisition, c'est un peu particulier, c'est un cadre de compte consolidé, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Les frais de recherche et développement, c'est aussi le cas. Puis il y a des valeurs qui sont enregistrées comptablement, des terrains, des immeubles, mais quand ils ont été acquis il y a 30 ans, ils sont amortis, et la valeur de marché, finalement, elle n'est pas reprise dans le bilan comptable de l'entreprise. Donc ça vient créer une différence, finalement, entre les capitaux propres et la valeur d'entreprise. Donc, ce sont des éléments dont il faudra tenir compte dans l'évaluation de l'entreprise. Il faut trouver des solutions pour traiter ces différences. Le besoin de connaissance de la valeur de l'entreprise est important puisque il intervient à plusieurs moments. Pour la détermination de l'ISF, par exemple, anciennement ISF, on a besoin de connaître la valeur d'entreprise. Dans le cadre de succession, on a besoin de connaître la valeur d'entreprise pour déterminer les droits de succession. Dans le cadre de l'arrivée d'une société de capital risque, on a besoin de déterminer une valeur d'entrée pour le capital risqueur. En cas de fusion-acquisition, il faut déterminer des rapports d'échange. Et donc, on va devoir évaluer les deux sociétés qui sont amenées à se rapprocher pour émettre des actions à un prix correspondant à un prix de marché. Et puis la gestion de la valeur, en fonction des résultats de l'entreprise, il y aura une gestion de la valeur qui peut être évolutive. Il y a aussi tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Alors il y a un contexte industriel, un contexte financier qui vont intervenir aussi dans la partie évaluation d'entreprise. Donc s'il y a des restructurations industrielles, il faudra en tenir compte, dans les business plans par exemple. En cas de transmission, recherche de partenaires, dans l'approche fiscale, il y a une certaine valeur qui doit être déterminée. Un rachat de minoritaires également, donc il faudra déterminer la valeur de rachat des titres des minoritaires, introduction en bourse ou cession. Ici, on se trouve dans le cadre de cession d'entreprise. Quelle valeur retenir en cas de cession d'entreprise? Voilà. Et ici, pour finir la partie préalable à la valorisation de l'entreprise, j'ai souhaité présenter le processus de cession et intégrer donc du coup l'approche de valeur de l'entreprise dans ce processus-là. Pour céder une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une préparation à réaliser. Il convient de comprendre le projet et la société, de préparer la documentation marketing, donc préparer ce qu'on appelle info-mémo et teaser. Teaser, c'est un document synthétique qui présente les caractéristiques essentielles de l'entreprise, comptable, mais surtout force, qui permet d'être diffusé à des acquéreurs potentiels, sans donner de nom, mais de manière à lui donner l'envie d'en savoir plus. Donc c'est un papier assez succinct, mais qui
qui sert à donner envie à un investisseur éventuel de racheter une entreprise. Puis ensuite, une fois que l'acquéreur potentiel souhaite en savoir plus, on lui transmet un info-mémo. Donc là, c'est un document un peu plus étayé qui va donner le nom d'entreprise et donner un peu plus de caractéristiques et de données comptables. Il y a toute une partie de process qui convient de mettre en œuvre. Donc ça sert à cadrer finalement le processus de manière à ce qu'il y ait des clauses de confidentialité et qu'une entreprise qui ait des clauses de confidentialité, on prépare en fait l'acquéreur au rythme qu'on souhaite voir mettre en place dans la mise en place de toutes les étapes. Donc on appelle ça les lettres de procédure, les engagements de confidentialité, puisque quand on commence à négocier, il est important que l'information ne fuite pas vers l'extérieur. Donc il y a des engagements de confidentialité qui sont signés par les parties. Et puis il y a une préparation des listes d'acquéreurs potentiels et adaptation de la stratégie marketing aux attentes des différentes typologies d'acquéreurs. Effectivement, on n'enverra pas les mêmes informations à un acquéreur qui est une société industrielle, ou à un capital risqueur ou à une personne physique éventuelle. Donc on adapte un peu l'information qu'on fournit aux acquéreurs potentiels. Donc ça, c'est la première phase de préparation. Ensuite, il y a une phase de contact des acquéreurs, donc de prise de contact, de collecte des engagements de confidentialité, d'envoi d'info-mémo, de lettres de procédure, de préparation de la data room. Ça, en fait, la data room, ce qu'on appelle data room, en fait, c'est un espace dédié qui permet à un acquéreur potentiel d'avoir accès à un certain nombre d'informations de l'entreprise. Ça peut être les comptes, les balances, les contrats, etc. Qui lui permet finalement d'avoir une connaissance un peu plus approfondie de l'entreprise. Il y a la présentation au management, visite de site, remise des offres indicatives. Donc là, on va commencer à parler de prix, une fois que l'acquéreur a suffisamment de billes pour faire une lettre d'intention. Ensuite, on sélectionne les acquéreurs potentiels en fonction des critères qu'on s'est fixés pour les retenir. Alors ça peut être le prix, mais ça peut être d'autres choses également. Il y a toute la phase d'audit d'acquisition, donc c'est ouverture de la data room, session de questions-réponses, et puis à l'issue de cette phase-là, remise des offres fermes, et puis à la fin, signature des contrats de cession, des conventions de garantie d'actifs passifs, une chose importante dans le cadre de cession d'entreprise. On négocie également le sort des dirigeants actuels, pour voir est-ce qu'ils restent dans l'entreprise, est-ce qu'ils ne restent pas, est-ce qu'il ne reste pas, est-ce qu'il y a une période d'accompagnement, de quelle durée, avec quelle fonction, etc. Et puis on signe de manière définitive l'opération. Donc, tout ce processus-là peut prendre 5 à 9 mois facilement, voire plus. Alors, quelles sont les méthodes d'évaluation qu'on retient aujourd'hui pour évaluer une entreprise ? Je dirais qu'il y a 3 approches principales. Il y a la valeur patrimoniale qu'on va détailler. Aujourd'hui, c'est la moins utilisée par rapport aux limites qu'on a vues précédemment, ou dans certains cas seulement. Dans les holdings, quand c'est des sociétés qui détiennent des biens immobiliers ou des filiales, des titres de participation, dans ce cas-là, on va plutôt rester sur la méthode patrimoniale. On va voir ce que c'est juste après. Les méthodes qui sont le plus utilisées aujourd'hui, c'est les valeurs de marché. Donc c'est ce qu'on appelle méthode comparative par les multiples. On reviendra en détail dessus. Et les valeurs de rentabilité, donc c'est la méthode par les flux de trésorerie. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, mais pas trop, dans le cadre de ces évaluations. Donc, le principe de la valeur patrimoniale, c'est de considérer que l'entreprise vaut ses actifs moins son endettement. Alors, on le disait tout à l'heure, dans les actifs, il manque parfois certains éléments qui ne sont pas comptabilisés dans les comptes. Dans ce cas-là, on va les retraiter et les additionner. Donc en fait, on part des actifs réévalués, on déduit les passifs et on arrive sur ce qu'on appelle l'actif net comptable réévalué, actif net comptable corrigé.
Donc ça consiste à dire l'actif net comptable, ce sont les fonds propres. Donc on part des fonds propres qui sont sur la ligne du bilan au passif. Et puis ensuite, alors on déduit éventuellement les biens hors exploitation, qui ne sont pas utiles à l'exploitation. Et on va rajouter tous les biens qui ne sont pas comptabilisés. Les fonds de commerce, alors c'est le plus difficile à évaluer, un fonds de commerce. Les plus-values latentes sur les actifs immobiliers, ou des immeubles, des terrains. Les plus-values latentes sur des titres de participation si la société détient une filiale. Dans les passifs, on va généralement... alors s'il manque des provisions pour risques et charges, on va les comptabiliser à ce moment-là, mais normalement, elles devraient être comptabilisées. Et ce qu'on va rajouter par contre, ce sont les engagements de retraite, puisque toute entreprise a l'obligation, par la convention collective, de verser des indemnités de départ en retraite aux salariés qui partent en retraite. Ce sont des engagements qui sont pris par l'entreprise, et comptablement, il n'y a pas d'obligation de les comptabiliser. Alors souvent, on retrouve l'information dans l'annexe aux comptes annuels, mais il n'y a pas d'obligation de les comptabiliser. Dans l'évaluation par la valeur patrimoniale, dans ce cas-là, on va comptabiliser les engagements de retraite, ils vont venir diminuer les capitaux propres. Et là, on arrivera à une valeur patrimoniale. Mais la difficulté, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, dans la méthode patrimoniale, c'est d'évaluer les actifs incorporels. Que vaut un fonds de commerce aujourd'hui? Alors, il y a des barèmes fiscaux qui ont été déterminés il y a quelques années maintenant, qui ne sont plus forcément cohérents avec l'activité économique d'aujourd'hui, parce que les business models ont évolué, et dans certaines activités, la rentabilité n'est plus la même aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Donc, le grand enjeu, c'est de pouvoir évaluer le fonds de commerce. Et donc, c'est pour ça que la valeur patrimoniale, finalement, elle est difficile à mettre en œuvre dans une exploitation de société. Hormis, comme je le disais tout à l'heure, quand on est sur des holdings qui détiennent des titres de participation ou qui détiennent des actifs immobiliers. Donc c'est ce que je disais, la valeur patrimoniale correspond plutôt à l'optique des vendeurs qu'à celle des acheteurs, c'est la valeur du passé. Les fonds propres, finalement, c'est quoi? C'est l'accumulation des résultats qu'a réalisé l'entreprise depuis sa création. Mais non distribués. Et ce qui intéresse les vendeurs, c'est quoi? Enfin, les acheteurs plutôt, c'est ce qu'elle va pouvoir réaliser à l'avenir. Ce n'est pas ce qu'elle a réalisé dans le passé. Une entreprise a pu réaliser des super résultats par le passé. Si sa rentabilité est dégradée par un contexte économique particulier ou parce qu'elle est sur un secteur qui est plutôt en baisse de vitesse, et effectivement, l'acheteur, il n'est pas intéressé par le passé. Il va regarder ce que ça va pouvoir lui rapporter dans l'avenir. Se heurte à la difficulté d'évaluation des actifs incorporels, c'est ce que je disais, les marques, les fonds de commerce, les fichiers clients, etc. Présentent une valeur qu'on appelle hors goodwill, donc effectivement, alors on peut ne pas mettre le fonds de commerce parce qu'on ne sait pas l'évaluer, mais dans ce cas, on aura une valeur un peu planchée d'entreprise. C'est pour ça qu'elle n'est utilisée que dans certains cas aujourd'hui. En tout cas, nous, dans les évaluations qu'on fait, on ne la met plus en œuvre. Éventuellement, on va quand même la calculer pour avoir une idée de ce que ça donne, en retraitant les actifs qu'on connaît, mais on ne la mettra pas dans le document d'évaluation qu'on produit. La valeur de marché, ça consiste à appliquer des multiples à des agrégats de référence. Les multiples peuvent être professionnels. Il y a des professions qui sortent tous les ans des multiples en fonction des chiffres d'affaires, en fonction du résultat, des pharmacies, le fonds. Enfin, il y a plein de secteurs d'activité qui ont des données de référence qui sont basées sur des transactions réalisées dans le secteur et qui ont été compilées par le secteur d'activité. Il y a les multiples de transactions. Donc là, c'est savoir quels multiples ont été utilisés dans les transactions récentes et l'appliquer au cas d'espèce sur la société concernée par l'évaluation. Ou alors, on peut retenir les marchés financiers également dans certains cas. Le principe, donc, c'est pouvoir identifier des entreprises comparables. C'est difficile d'aller comparer la valeur d'une société qui est au CAC 40 avec une entreprise qui fait quelques millions de chiffres d'affaires et qui est basée à côté de Metz. Donc tout l'enjeu pour l'évaluateur, c'est de pouvoir trouver
des entreprises comparables qui ont fait l'objet de transactions dans une période récente pour pouvoir appliquer le multiple à l'entreprise concernée. Ça, c'est très difficile. Parce que la comparabilité doit être appréciée sur le secteur d'activité, sur la taille. Une entreprise qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Les multiples ne seront pas forcément les mêmes. Le business model qui est à comprendre et l'implantation géographique. Ensuite, il faut sélectionner le multiple à comparer. Alors, j'ai mis quelques exemples là pour donner une idée. Les agrégats de référence vont être différents d'un secteur à l'autre. Ça pourrait être le chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, on prendra un pourcentage du chiffre d'affaires pour déterminer la valeur d'entreprise. Ça peut être un multiple du résultat net. On prend le résultat net et on le multiplie. Alors ça, il ne faut pas le prendre comme ça. Ce n'est pas une référence, c'est un exemple. Les bits aussi, alors on aime bien angliciser certains termes dans l'évaluation ou dans la finance d'entreprise. Les bits, c'est le résultat d'exploitation, c'est l'excédent brut d'exploitation, pour faire simple. L'EBITDA, c'est l'EBE hors amortissement, pour faire simple. Et donc là, dans certains cas, on multiplie les bits, dans certains cas, on multiplie les l'EBITDA. Et on arrive sur une valeur d'entreprise. Alors, quand on fait ces calculs-là sur les l'EBITDA, par exemple, les l'EBITDA, c'est très utilisé en valorisation d'entreprise. On peut rester un petit peu dessus. Si je calcule les l'EBITDA par rapport aux comptes annuels de l'entreprise, ça va me donner une indication. Mais ce qui est très important, à mon sens, c'est de bien connaître l'entreprise. Donc, quand on fait une évaluation d'entreprise, on ne prend pas juste les bilans et puis on fait les multiples et on retraite et puis hop, vas-y. Non, on essaye d'abord de comprendre le business model de l'entreprise. Quels sont ses fournisseurs, quels sont ses clients, quels sont les risques sur les clients, l'évolution du marché, l'évolution de l'entreprise, sa capacité à s'adapter au marché. Et puis on va regarder dans les comptes historiques, parce que pour calculer un EBITDA de référence, ce n'est pas forcément le résultat du dernier exercice clos. Ça peut être la moyenne des 3 précédents. Ce qu'on essaye de calculer, c'est un EBITDA normatif, finalement, c'est celui qui est censé se reproduire dans les quelques années à venir. Donc on va analyser les comptes pour identifier les éléments non récurrents et les retraiter le cas échéant pour arriver sur un EBITDA normatif. Donc il y a tout un travail de compréhension de l'entreprise, d'analyse de son marché, de l'évolution du marché, pour pouvoir arriver à la détermination d'un EBITDA le plus cohérent possible. Et ensuite, on appliquera le multiple qu'on aura trouvé soit par référence à des transactions similaires qui ont eu lieu récemment, soit en utilisant des bases de données qui donnent des références de multiples. Il y a Argo Smith Market qui donne un agrégat de référence, même si c'est sur des entreprises déjà d'une certaine taille. Il y a des études Absolus aussi qui font aussi des analyses assez détaillées par rapport à la taille de l'entreprise qui vont nous permettre de choisir un multiple à appliquer dans tel ou tel cas. Généralement, quand même, plus l'entreprise est petite, plus le multiple est bas. Généralement. Donc, sur la valeur de marché, donc, elle ne donne pas la valeur de l'entreprise, mais une valeur normative. Je le disais, on part sur un EBITDA normatif qu'on multiplie. Elle constitue la base des transactions pour les PME. C'est une référence dans les transactions qu'on voit aujourd'hui. Souvent, c'est quand même cette valeur de marché qui est utilisée, que ce soit par les fonds d'investissement quand ils entrent au capital d'une entreprise ou quand il y a une reprise d'entreprise par des sociétés industrielles. C'est vraiment une référence. Elles sont utilisées par les acquéreurs et les financiers, qui ne disposent pas toujours d'une information complète. Alors eux pourront, dans un premier temps, se baser sur les comptes tels qu'ils ressortent. Alors quand on prépare une entreprise à la cession, ce qu'on va essayer de faire dans l'info-mémo ou dans le teaser, c'est de présenter déjà un EBITDA retraité. On ne va pas présenter l'EBITDA comptable ou le résultat d'exploitation comptable. On va déjà travailler sur les retraitements pour optimiser le multiple qui sera, enfin l'agrégat qui sera utilisé avec le multiple. Enfin, la valeur de rentabilité. Donc,
Qu'est-ce que c'est la valeur de rentabilité? C'est Irving Fisher qui l'a déterminé. C'est la somme actualisée des revenus futurs que le bien, une entreprise ou un investissement, est susceptible de générer. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que finalement, il s'agit de la conversion d'un revenu en capital. Qu'est-ce que l'entreprise va me rapporter dans les années à venir? Et ce qu'elle va me rapporter dans les années à venir correspond à un capital aujourd'hui, qu'on actualise. Donc finalement, on essaie de déterminer les flux prévisionnels sur un horizon à 4-5 ans. Donc en année N+1, on va avoir un flux de trésorerie de temps, en N+2, temps et temps. Et puis après, on actualise une valeur terminale pour arriver à une valeur de rentabilité. Un exemple simple, j'attends un revenu annuel de 100, j'estime un risque de 10%, taux de rentabilité estimé. Cette méthode de valorisation revient à diviser le revenu par le taux d'actualisation pour arriver à la valeur que je suis prêt à payer aujourd'hui pour avoir cette entreprise qui doit me rapporter 100 par an. Alors là, ouais, on parle de retour sur investissement, par exemple. L'hypothèse d'anticipation, finalement, c'est la valeur de l'entreprise sera celle des flux futurs que l'entreprise va me rapporter. Là aussi, ça nécessite de bien connaître le business model et de pouvoir établir des business plans sur des durées plus ou moins longues, 3 ans étant un minimum, généralement plutôt 5 ans, des business plans suffisamment fiables. Alors après, c'est toujours compliqué de faire un business plan fiable et qui permettra d'arriver à une valeur d'entreprise la plus cohérente possible. Donc il y a 2 questions clés qui se posent à ce stade, puisqu'il y a 2 paramètres qui vont être utilisés dans cette méthode-là. C'est 1, comment on détermine le flux prévisionnel et quel flux on utilise. Est-ce que c'est le résultat? Est-ce que c'est les cash flows ou la trésorerie, etc. Et enfin, quel taux retenir? Donc le flux qui est utilisé, c'est le flux de trésorerie disponible. Ça correspond au flux économique. Donc c'est ce qu'on appelle les free cash flow ou le flux de trésorerie disponible, qui va être calculé, donc excédent brut d'exploitation, on parlait d'EBITDA tout à l'heure, moins un impôt normatif. Donc l'impôt normatif, c'est l'impôt sur le résultat d'exploitation et non pas l'impôt après un résultat financier exceptionnel. Donc c'est l'impôt sur ce résultat-là. On va déduire ou ajouter le besoin en fonds de roulement, puisque quand votre besoin en fonds de roulement augmente, votre trésorerie diminue, ça pèse sur la trésorerie. Donc on en tient compte là, puisque si votre besoin en fonds de roulement augmente les années futures, ça va peser sur votre flux de trésorerie disponible. Et on va déduire les investissements qui là aussi sont financés, donc viennent en déduction, pour arriver sur le flux de trésorerie disponible. Et ce que je disais tout à l'heure, donc effectivement, l'idéal, c'est de pouvoir le calculer sur un business plan d'une durée de 5 ans. Et au-delà de la période explicite, on appelle ça comme ça, 5 ans c'est la période explicite, on détermine une valeur terminale. Donc on arrive à un flux normatif, on s'attend à avoir 100 de trésorerie au bout de la 5e année, 100 étant ce qu'on espère être récurrent à l'infini. Et donc on actualise cette donnée-là à l'infini. Alors, on parlait du flux, qui est le flux de trésorerie disponible. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est le taux d'actualisation à retenir. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans tout le détail du calcul du taux d'actualisation, je vais essayer d'en ressortir l'essentiel. Le taux à retenir, ça sera le CMPC, le coût moyen pondéré du capital. En anglais, on parle de WACC. Donc c'est la pondération entre le coût des fonds propres et le coût de l'endettement. Donc une entreprise, elle est financée comment finalement? Elle est financée par des fonds propres qui sont apportés par les entrepreneurs, les associés, les actionnaires, et par un endettement financier, moyen-long terme. Et en fait, on connaît facilement le taux de la dette, puisque c'est le taux
auxquels on a souscrit les dettes long terme, les emprunts, voilà, pour financer des actifs. Donc on connaît assez bien le taux de la dette. Après, il convient de déterminer le taux de rémunération qu'attendent les investisseurs qui vont participer au capital de l'entreprise. C'est là où ça se complique. Ça se complique un petit peu. Et donc, finalement, la moyenne des deux va nous donner ce fameux CMPC qui correspond au taux d'actualisation qu'on retient pour actualiser les flux qu'on a déterminés précédemment. Quel taux? Alors ici, c'est un exemple assez simple finalement. On a considéré qu'il y avait 2 millions d'euros, on mettra ce qu'on veut derrière, 2000 capitaux investis, répartis en 1000 de fonds propres et 1000 d'endettement. On a retenu un coût des fonds propres, donc partie haute là, coût des fonds propres, taux de rémunération des fonds propres, à 12%. Alors comment on détermine ce taux-là? On prend le taux sans risque qui est donné par le marché. Donc on a des revues mensuelles qui nous donnent le taux sans risque et l'évolution du taux sans risque chaque mois et en moyenne mobile sur une durée. Ensuite, on ajoute un prime de risque d'exploitation. Et le prime de risque d'exploitation, c'est une combinaison entre la prime de risque de marché qui est donnée par les marchés et le risque spécifique de l'entreprise. Parce qu'une entreprise sur un marché donné ne va pas se comporter comme une autre entreprise. Donc on essaye, et c'est là où c'est compliqué, de déterminer quel est le risque spécifique de l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'on détermine un bêta qui va ajuster finalement la prime de risque de marché en fonction du risque déterminé de l'entreprise. Donc le coût de l'endettement, on a des frais financiers de 60, on déduit l'IS puisque les frais financiers sont déductibles du résultat fiscal, donc le coût net de l'endettement est de 40 dans notre cas. Sur 1000 d'endettement, ça nous fait du 4%. Et le CMPC, c'est la moyenne des deux, ça nous donne du 8%. Dans cet exemple-là, on actualiserait à 8%. Ce qui est un taux très faible qu'on voit pas trop. On est plutôt sur des entreprises de taille moyenne, plutôt à 15, voire plus, de taux d'actualisation. Mais ça dépendra aussi effectivement du taux d'endettement, du niveau d'endettement, du taux d'endettement et du risque de l'entreprise. Voilà. Ce qu'on constate quand même, c'est que le taux sans risque et la prime de marché, globalement, elles se compensent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux sans risque, il est très bas, il est à 0,90 peut-être, il suit les taux d'intérêt finalement. Mais quand le taux sans risque est bas, à l'inverse, la prime de risque de marché a tendance à augmenter. Donc globalement, sur les 10 dernières années, quand on additionne les deux, on arrive facilement à 10% tout le temps. Alors le bêta, j'en ai un petit peu parlé, c'est le paramètre qui traduit les spécificités de l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, son positionnement sur son marché. Ça nécessite une appréciation à argumenter. Et alors nous, on a un modèle où on positionne en fonction des attraits du marché, des atouts de l'entreprise. On essaye de déterminer un positionnement de l'entreprise sur son marché qui va nous permettre de déterminer le bêta qu'on appliquera au taux de marché. Voilà. Je ne rentre pas dans ce détail là. Voilà, les éléments clés, effectivement, c'est des éléments qui sont liés au marché ou liés à l'entreprise. Avec, ça dépend de la nature du marché, de la taille des concurrents, de l'attitude des concurrents principaux, de l'évolution probable en fonction de l'évolution de réglementation, par exemple. On peut le voir sur certains secteurs. Et l'entreprise, on va l'analyser par rapport à sa position, son évolution dans ce marché, la nature de ses clients. Quand on est monoclient, effectivement, le risque est plus important que quand on a une multitude de clients. Pareil, quand on n'a qu'un seul fournisseur, il y a tout un tas de paramètres qu'on analyse pour déterminer le risque de l'entreprise. La part des principaux clients, la fidélité, la rentabilité, l'organisation interne, la dépendance à des clients, à des fournisseurs, du personnel, analyser les aspects fiscaux ou les actifs sous-performants. Voilà pour la présentation synthétique des différentes méthodes d'évaluation. En synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que quand on met en œuvre les différentes méthodes, alors de manière plus prudente, la valeur patrimoniale, vous l'aurez compris, on peut arriver à des valeurs qui sont différentes.
Donc les valeurs différentes peuvent permettre de rattacher à des typologies d'entreprises qui peuvent être différentes également. Donc l'entreprise à potentiel, c'est la rentabilité est forte, mais le marché n'a pas encore exprimé toute la valeur de l'entreprise. Donc il faut peut-être attendre pour la céder. L'entreprise patrimoniale, c'est classique, on a des capitaux propres très importants, sauf que la rentabilité n'est plus là, et donc on a un décalage entre la patrimoniale et la valeur de rentabilité. C'est toujours compliqué pour un dirigeant d'entreprise quand on lui dit que son entreprise elle vaut moins que ses fonds propres. Ça demande un peu d'explication quand même. Ça arrive. Et à ce moment-là, on peut toujours essayer de défendre la valeur patrimoniale et céder la valeur patrimoniale. On y arrive de temps en temps aussi quand même. Quand des synergies sont attendues, par exemple. Après, il y a les internets, donc la bulle à Internet où on voit aujourd'hui pas mal de startups où on a une valeur de marché qui est très importante. Et puis en fait, la rentabilité n'est pas encore là. Il y a des entreprises qui perdent de l'argent et pourtant qui ont une valeur de marché qui est très forte. Et puis celles-ci, elles sont en danger parce qu'on a une valeur de rentabilité. Voilà, on a peut-être fait un business plan trop optimiste ici. Ça peut être le cas aussi. En conclusion, je dirais que vous l'aurez compris, la valeur et le prix sont deux choses différentes. La valeur est un préalable de base pour arriver à déterminer un prix ou à négocier un prix. Qu'il faut identifier les différences possibles qui sont liées à des synergies. Une entreprise qui va en acquérir une autre, elle va s'ouvrir un portefeuille client par exemple, donc ça a de la valeur pour elle. Si votre entreprise elle est sur des clients que l'entreprise acquéreur n'a pas réussi à conquérir, ça va lui ouvrir tout de suite une part de marché plus importante. Donc l'entreprise elle peut avoir une valeur juste pour ça, sur une activité différente des fois, ou légèrement différente. Donc ça peut ouvrir des nouveaux clients ou des nouveaux marchés. Il peut y avoir des synergies de coûts. Du coup, des négociations fournisseurs peuvent être facilitées. On a vu des cas où, à un moment c'était le cas dans les grossistes en matériel de chauffage, le fait d'augmenter le volume permettait de gagner 10 points de marge sur l'achat de matériel. Bon, forcément là, les grossistes, à un moment, ils ont eu envie d'acheter et cher parce que derrière, ils avaient de la marge de manœuvre sur les marges d'achat de marchandises. Voilà, et puis après, il y a les synergies autres. Ça peut être la mutualisation de certains coûts, services comptables qu'on centralise, ça peut être des coûts externes, des négociations d'assurance par exemple, ça se voit beaucoup aussi ça. Les conditions de contrat d'assurance ne sont pas les mêmes quand on fait partie d'un groupe important ou quand on est dans une entreprise isolée. Donc il y a ça, après il y a les frais, ça nous impacte de temps en temps, mais les honoraires d'experts comptables peuvent disparaître aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de coûts qui peuvent être pris en compte par un acquéreur potentiel pour mettre plus que la valeur qui aurait été déterminée au départ. Et puis encore un dernier élément, il n'y a pas forcément que le prix qui doit rentrer en compte dans la négociation, parce que déjà il faut trouver des acquéreurs qui sont capables de financer le prix qu'ils ont proposé. Donc il convient de choisir aussi les acquéreurs potentiels, et ce n'est pas forcément celui qui a le prix le plus élevé qui va aller au bout. Il faut regarder aussi les conditions de garantie de passif et bien les négocier. Quel est l'intérêt pour la direction générale ou pour on en parlait un petit peu également tout à l'heure. Est-ce que l'acquéreur va vouloir conserver le dirigeant selon quelle période? Et bon, chacun, il n'y a pas que des cessions pour des départs en retraite. Donc un dirigeant peut, j'en rencontre un d'ailleurs bientôt, lui il a 50 ans mais il ne veut plus gérer l'entreprise, donc il préférerait faire partie d'un groupe mais continuer à travailler dans l'entreprise jusqu'à son départ en retraite. Donc voilà, le prix ne sera pas forcément l'élément unique dans la détermination de l'acquéreur à choisir.
Voilà, après, il y a les problématiques de paiement. Est-ce qu'il est capable de payer cash tout de suite en faisant un chèque ou est-ce qu'il y a un crédit vendeur et du coup, le paiement peut être étalé, etc. Donc, merci de votre attention et puis bonne continuation.